Bonjour. Vous allez écouter une création inspirée de mon incarcération en hiver 2026. Cette lecture de mes textes sera faite par moi et une dizaine de personnes. Elles resteront anonymes, mais je les remercie chaleureusement pour leur gentillesse, humanité et fidélité. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, écoutez l'œuvre entièrement sans coupure. La seconde, il vous est proposé un découpage en 6 parties. Enfin, cet été, une version plus visuelle sera proposée sur YouTube. Bonne écoute de ces presque 2 mois. Il n'est de plus grande souffrance pour quelqu'un vivant en France que de perdre sa liberté et non sa raison. Se savoir ici enfermé loin de sa maison. Et pourtant heureux d'être là. J'ai voulu le faire savoir, ce délit de sombre boudoir. Je savais que la vérité se paye cher. Je savais que la peine serait claire. Et pourtant heureux d'être là. Lentement mon esprit sombre, ne pas créer pour moi une tombe. Chaque jour j'inscris avec un stylo. Chaque jour garder une trace, un mot. Et pourtant heureux d'être là. « 25 février. Il y a déjà 3 semaines que l'on m'a changé de cellule. Je suis toujours dans le quartier d'isolement, mais le service pénitentiaire organise toute l'année cette valse des prisonniers. Certains détenus ne doivent pas être identifiés comme localisés, cela pouvant être pour leur propre sécurité, celle de l'établissement ou même pour la société. Nous changer de cellule est un gage du maintien de notre anonymat. De fait, nos pas de danse ne se limitent pas à des changements surprises et aléatoires de nos cellules. Nous ne devons pas non plus croiser les autres prisonniers, que cela soit de mes autres corélégionnaires d'isolement, comme ceux du mitard, comme ceux des autres quartiers. Mes pérégrinations régulières dans les différents services médicaux me font, lors de ces parcours, ressentir de manière troublante la métaphore du pestiféré. Aucune personne croisée dans les escaliers, couloirs, les cellules, même dans la cour où je peux marcher 1 heure à l'air libre, même lors d'une prise de sang, même dans le couloir m'amenant un médecin, je suis seul. Enfin, pas tout à fait. Un ou plusieurs gardiens m'escortent. Ils sont mon dernier bastion d'humanité. Ils et elles me permettent de me sentir
encore humain. Pourtant, je sais que même ce fait existentiel s'estompe doucement. Mes journées sont stériles. Pas de création, pas de réflexion, pas de mélange. Ce n'est pas ma sexualité qui me condamne aux yeux des bigots à la stérilité, mais cette inutilité dans laquelle ma condamnation m'enferme. « 26 février. La prison. La prison. La prison. Nom féminin. La zonzon, comme elle est parfois appelée en argot. Je cherche le féminin depuis que je suis enfermé. Elle n'est pas femme ni femelle. Je ne voyage pas dans sa matrice pour renaître. On ne renaît pas en prison. On se décompose. Puis, entre ces murs, on se recompose. Mais admettons-le, dans notre société, la prison n'est pas faite pour nous aider ou nous réinsérer après que notre peine soit purgée. La prison, c'est uniquement pour punir. Quand on était enfant et que l'on faisait une bêtise, certes, on nous punissait, mais en même temps, on nous expliquait où était la faute. Et surtout, on nous apprenait le monde, ses fonctionnements, le pourquoi omniprésent, comment bien vivre, bien nous comporter. Ici, on zonzon, on nous punit, puis rien. Le plus triste sont les gardiens qui finalement se retrouvent eux aussi punis, enfermés avec nous, sans jamais être autre chose que des chiens de garde. J'ai mal agi. Je suis enfermé, c'est normal, mais eux, imaginez ce qui se brise en eux d'assister jour après jour à la décomposition des détenus et de ne pouvoir rien faire pour stopper cela. En prison, le doux, le rond ont disparu. Tout est anguleux, carré, rectangulaire, les portes, les fenêtres, les cellules. L'ordre se doit d'être coupant, tranchant, inconfortable, douloureux. Que serais-je lorsque la liberté m'aura retrouvé? Notre société est malade. Et ce ne sont pas les enfermés qui la définissent, mais son absence de questions sur son besoin de vengeance. « 27 février. La première lettre que j'ai reçue en prison était une carte envoyée par ma mère. Moi qui trouvais que l'envoi de ce genre de missives par les services postaux en 2026 était archaïque depuis l'avènement d'Internet. Me voici plein d'émotions devant l'enveloppe. Elle était déjà décachetée par les services judiciaires qui vérifient que rien ici ne contrevenait au bon déroulement de mon incarcération et du procès en appel à venir. Je sors la carte à double battant, mon cœur se serre. Je vois, je lis, je ressens de manière fulgurante en cet instant que je suis enfermé. Il y a là, ici, où je suis, et ailleurs, là-bas, où je ne suis plus. La carte fait partie du lot annuel que ma mère achète à l'UNICEF. Petit geste utile pour tous ces acteurs. On y voit des fenêtres, des portes roses, vertes, avec encorbellement et moucharabie à profusion. Est-ce marocain ou indien? Est-ce à Fès ou Jaipur? Je scrute la carte fixée sur la partie du mur de ma cellule où on nous autorise ces collages sans risque d'être considérés comme des dégradations et payer la peinture à repasser.
point de dentifrice pour le collage. Ingéniosité carcérale. Un mois est passé. Les cartes s'additionnent, forment une mosaïque multicolore, fenêtre sur un ailleurs où je ne suis plus, où je ne peux plus être. De nouveau, ce matin, un doux rayon de soleil levant vient baigner cette iconostase. Je regarde cette carte, mon cœur se serre. Ce n'est pas la faiblesse que cette lumière hivernale qui m'attriste, mais l'ombre portée des barreaux. Il décore les fenêtres et les portes roses et vertes, les habits des atours de ma prison. Ailleurs n'existe plus. 28 février. Il est une heure que j'aime en cette prison. Heure où je peux jouir d'une sorte de plénitude heureuse. 6 heures du matin est ce moment attendu. La nuit s'étend à l'infini et m'offre le spectacle de son départ complice avec une aube frileuse. Les prisonniers du quartier d'isolement dorment encore ou eux aussi profitent de ce pré-instant qui s'achève par les portes de nos cellules s'ouvrant les unes après les autres, et cela par nos gardiens afin d'opérer l'appel. Ce pré-instant qui, dès qu'il nous abandonnera, nous fera plonger dans la longue journée d'un prisonnier. 6 heures, je me lève. Après être passé aux toilettes, je me lave les mains pour ensuite passer de l'eau fraîche sur mes avant-bras, puis sur mon visage. J'aime le contact de l'eau glacée sur ma peau. Je me laverai plus tard dans la matinée. Pendant que l'eau chauffe dans ma bouilloire électrique, je m'étire lentement et méthodiquement. Mon corps ralentit jour après jour. Je verse le liquide bouillant sur le café soluble éparse au fond de mon bol. Je m'assois au bord de mon lit. Je tourne lentement une cuillère dans la boisson sombre afin de mélanger la couleur marron. Épouse le noir. Dehors, l'indigo déjà se substitue aux ténèbres. Je prends un livre posé sur le bureau où trône la télévision et mon bol. Je commence à lire les lettres imprimées sur les pages blanches, encre noire, encre de jet. J'ai emmené avec moi plusieurs ouvrages ponctuant mon incarcération. Il y a entre autres La légende des siècles de Victor Hugo. Chaque jour, je lis à haute voix les vers. Ainsi, je n'entends dans ma journée pas que les vils sons de la prison. Mais 6 heures du matin est un moment à part, car en ces instants, pas de voix déchirante, de portes tambourinées, de heurts assourdis, de hurlements pleins de grossièreté. Il reste Hugo et moi, juste un écho de la vie. « 1er mars. De nouveau, le soleil naissant baigne l'emplacement où, dans ma cellule, sont fixées les cartes multicolores qui me sont envoyées. De ma fenêtre ouvrant sur un triste spectacle fait de routes nationales, de hangars d'usines et d'immeubles banlieusards, de cette lucarne entravée de barreaux et de caillebotis métalliques, les rayons lumineux viennent nimber de leur miel de photons, ces visions sur carte, ces fenêtres sur des ailleurs où je peux instantanément me téléporter et y vivre une vie, une existence fantasmée. Mais il serait faux de croire que ces cartes et ma fenêtre seraient mes seules ouvertures vers d'autres mondes. Et si chaque cri entendu est un commencement d'histoire,
La télévision est bien sûr l'autre sésame de notre imaginaire dans la prison. Pourtant aujourd'hui, les images que je vois se mouvoir sur l'écran plat posé en face de moi n'ont rien de belle. Les bombes pleuvent sur l'Iran démembré. Savoir que des salauds paient pour ce qu'ils ont fait subir à leur peuple ne me fait verser aucune larme. Mais le bonheur et l'autodétermination d'une nation n'est absolument pas les volontés des belligérants. Le contrôle est le maître mot qui s'inscrit en lettres de sang. Le sacrifice peut être beau lorsqu'il se conjugue au temps des libertés. Il devient triste et criminel quand il n'est que la passation des clés des chaînes qui entravent un peuple. J'éteins l'écran. Les rayons matinaux continuent à baigner mes cartes de pacotille. Mon monde est plus beau que le vôtre. « 2 mars. Des griffures, des cernes, des trous, des blessures de guerre ou tout simplement le constat de ma déchéance physique. Avant d'être incarcéré, je m'étais, pour ainsi dire, préparé, paré. Oui, j'exprime une sorte de doute, puisqu'après tout, je ne connaissais pas l'épreuve de la prison. Alors, pour essayer d'aborder cette nouvelle aventure avec ce que je pense d'intelligent, j'ai préparé mon corps. Pédicure, vaccin contre la grippe, le tétanos, manucure, barbier, activité physique, coiffeur, bilans médicaux et leurs conseils ad hoc et tout le reste. Mais l'iceberg du Titanic flottait toujours et je l'ai pris en pleine poire. La révérende mère du Bene Gesserit local, cette médecin rayonnante, telle du plutonium, empoisonnant même l'air autour d'elle, en décida autrement. Cette femme au relent d'inquisition décrétant de me torpiller, et oui, elle m'a touché coulé, affirmant que je mentais sur mon état, que j'étais apte à tout, même à l'impossible. 2 mois plus tard, si ma barbe et ma chevelure donnent l'impression et l'apparence que je suis devenu un poète ou un fou, ceci n'est qu'un rideau qui dissimule mal l'état des murs de la demeure, une illusion qu'un souffle du vent chassera. Mes doigts sont devenus encore plus douloureux à faire fonctionner, mais aussi une honte, une désolation tant mes ongles ont poussé, ont cassé, ont repoussé et recassé, sans que je ne puisse les soigner, tant mes tremblements rendent l'entreprise impossible. Alors je me griffe, me coupe, me blesse, mais il paraît que je mens, que j'exagère. Mon iceberg aura donc des escadrilles d'autres écueils qu'entraîne la négation de mon état, et l'infus, donc mes 10 doigts, dont la manucure défaillante me fera plonger, non couler, dans la putain de réalité que je suis un putain d'handicapé. Que ce mot est difficile à assumer. Je suis un putain d'handicapé qui avance vers le terminus de son autonomie. Non, madame, ce n'est pas vous qui avez coulé mon porte-avions par votre indécente partie de bataille navale avec une personne, un prisonnier, que l'on vous avait confié, en l'occurrence moi. Non, madame, c'est mon génome qui a gagné. Et vous savez quoi ? Je n'en tire aucune satisfaction et encore moins de gloire. Memento mori. Memento mori. Je le sais depuis mon enfance.
3 mars. Je savais que je ne devais pas penser aux autres, à l'autre, à celui qui n'est pas moi. L'altérité en prison se conjugue très souvent en temps de guerre, de doute, de peur. Finalement, ici, c'est comme en politique. L'autre est très rarement un ami. Je sais que je devrais me protéger, ne pas penser aux autres, ne pas les voir comme des frères et sœurs humains. Je le devrais, d'autant plus que pour le moment, je vis dans le confort de l'isolement. Ce quartier me va, me plaît, me rassure, sorte d'environnement où vous auriez vécu depuis toujours. Vous connaîtriez chaque rue, chaque visage, chaque cul-de-sac, chaque cour d'immeuble. Les gardes champêtres vous auraient vu grandir, certains vous connaissant depuis que vous êtes minots. Je n'ai jamais eu de problème avec les représentants de n'importe quelles autorités. Non que je sois soumis ou lâche, mais ayant subi la violence et les injustices des adultes pendant ma jeunesse, j'ai intégré qu'il ne sert souvent à rien de se rebeller ou de s'opposer. Parfois ces forces pourront vous protéger, parfois elles vous broieront. L'important, expliquer, surtout percevoir si on va vous aider ou pas. J'ai connu dans mon enfance, alors que l'immonde m'était infligé, j'ai connu la volonté des braves gens de ne surtout pas voir, pour ainsi ne pas avoir à agir. Certains même me dénonçant mes bourreaux, pour ainsi ne plus être mis en face à leurs responsabilités d'adultes, de citoyens, d'humains. J'ai subi ces lâchetés. Voilà pourquoi l'autre ne sera jamais pour moi qu'un cri que l'on veut uniquement faire taire. « 4 mars. Hier matin, un huissier de justice est venu me remettre un document. Long parcours pour lui, afin que de sa main propre, j'apprenne que l'une des victimes enclenche une procédure qui va déboucher sur une saisie de ce que j'ai dans mon appartement. Cela sera vendu aux enchères, dilapidé. Le peu qui me reste de ma vie va être ainsi dispersé, une colère gronde en moi. Celui qui va me faire subir cela est une victime. Même si je ne suis en cet instant un animal blessé, poussé à répliquer avec violence, même si je perds pied, jamais je ne remettrai en cause leur statut de victime. Jamais hier, jamais aujourd'hui, jamais demain. La vérité étant la seule richesse qui me reste et ne peut m'être subtilisée, jamais je ne leur enlèverai leur statut, leur état de victime. Pourtant, une part en moi lui en veut. Cette victime dans sa vie n'est pas une belle personne. Pire, il s'est comporté de manière abjecte bien des fois, tout comme ceux que j'ai permis de faire condamner. Il sait que je connais ses vérités sur lui, et il sait l'effort qu'il m'a fallu pour ne jamais remettre en cause son statut de victime publiquement, comme dans sa vie privée. Oui, la vérité n'est pas une chose facile à dire, elle n'est pas que libératrice, et nous entraîne parfois dans de sombres doutes. Il sait le mal que j'ai fait, mais il sait aussi ce que depuis 4 ans j'ai fait pour lui et les autres victimes, ce que les autres acteurs de l'affaire n'ont pas fait. On a entendu du catholicisme se voulant croyant et pratiquant. Aujourd'hui, ces gens, si bien s'acharnant sur un handicapé à terre, le pauvre démuni, celui qui par ses actes et non des paroles faciles prononcées, comme certains lors du procès, ont permis de faire triompher la vérité et la justice, prouvant que je chemine sur le chemin de la rédemption. Ce chemin, cela fait maintenant des années que je l'arpente. Pour qu'on ne puisse prendre mes dires à revers, cherchant à créer une connivence factice entre moi et les victimes, je me suis évertuée à être honnête, même sur ce que je pense des victimes. Et j'ai continuellement répété, pour l'une d'entre elles, que cette personne est bien victime dans cette histoire, mais pas un innocent. Il n'est pas une belle personne, et certainement parmi les tristes personnes de cette sordide histoire le plus retors. Par cet huissier, aujourd'hui, il semble encore que je ne me sois pas trompée sur tous les acteurs et actrices de cette sordide aventure. Je ne suis pas une victime. Dès lors, personne ne prendra ma défense. Je peux le dire maintenant, la vérité a un goût exorbitant. Et malgré les comportements de ces gens, je ne regrette toujours pas d'avoir dénoncé tout cela. « 5 mars. Ce matin, je change mes routines. Je dois me rendre dans un des quartiers de la prison que je ne connais pas encore, celui des parloirs. J'ai interdit à mon entourage de venir me rendre visite. Il n'y a aucune honte de ma part.
J'ai pris cette décision comme il y a quelques années auparavant, j'ai pris celle de tout dénoncer. Mes choix ne doivent pas impacter négativement les gens auxquels je tiens. Venir me rendre visite, c'est en premier lieu passer de quelque chose de virtuel, comme la prison, en quelque chose de concret. Et ce simple fait peut à lui seul être traumatisant. Et surtout, je ne peux pas considérer la prison comme une sorte d'artefact aux vertus ô combien venimeuses pour risquer de les voir se faire inoculer dans leurs veines ces 1000 poisons hantant ces murs. Non, je préfère rester seul et ne pas les voir être abîmés par ma faute. De fait, cette partie de la prison m'est totalement inconnue. Je sens, moi, une certaine curiosité naître, d'autant que je m'y rends pour faire une visioconférence avec des magistrats. C'est une vraie audience, mais la technologie évite un grand balai. Celui d'une sortie de prison pour être amené dans ce tribunal et ensuite revenir dans ce que je dois nommer ma maison actuelle. Bien sûr, j'espère pouvoir sortir et ainsi panser mes plaies en attendant le procès en appel. J'espère, mais paradoxalement, je n'attends rien. On comprend rapidement qu'ici, l'espoir est un poison. Et si on ne pige pas cela, les souffrances qu'on endure vous brisent, homme comme femme. Je n'espère rien. Je verrai. Je m'habille et me coiffe, peut-être plus rapidement. Je ne sais pas. Même les gardiens restent circonspects. À leurs yeux, je n'ai rien à faire ici, mais ils et elles ne décident pas qui arrive et qui part. Ils font juste leur job et c'est déjà énorme. Je sens qu'aujourd'hui ne se passe pas comme les autres jours. Petit animal perdu si les routines ne sont pas respectées. Je m'allonge, les yeux fermés, j'attends. « 6 mars. Je suis sorti hier soir. Vraiment ? Le suis-je ? Le silence. Je suis sorti. Il était une fois un garçon. Il n'était vraiment pas un ange. Il s'est mis dans une situation qu'on va définir comme étrange. Ainsi commença l'affaire, celle avec un grand A, que tout le monde connaît, mais qu'ici on ne nommera pas. Certes, il aurait dû s'abstenir, mais ce bêta ne le fit pas. Plonger et nager dans leur délire, ils croyaient ne savoir faire que ça. Aujourd'hui, ils le pêchèrent et goûtent un temps à la prison. Dénoncés, ils le pêchèrent, surtout sans absolution. Il faut que je largue en faisant des vagues, au loin ce qui me pourrit. Aujourd'hui j'embarque sur une autre barque pour avoir une autre vie. Alors je jetais au loin mon ancienne vie et ses machins, machin méchant, machin fielleux.
cache-tête fait de trop de machins, les jeter